Le lièvre fréquente tous les milieux, de la plaine au bois. Les densités les plus importantes sont cependant observées dans les zones ouvertes à dominante céréalière. Le lièvre adulte pèse de 3 à 5 kg et est caractérisé par des pattes arrière très développées et de longues oreilles à l'extrémité noire. Le lièvre mâle est appelé bouquin. La femelle est appelée hase. Il n'existe aucun moyen de les distinguer à distance et surtout pas le port de l'oreille. La distinction ne peut être faite que par un examen des organes génitaux. La croissance du lièvre étant très rapide, il est impossible de déterminer son âge par sa seule taille. La pesée du cristallin du lièvre mort permet cette détermination, mais elle nécessite du matériel de laboratoire. Il est cependant facile de distinguer les jeunes des adultes en palpant une des pattes avant, car le jeune lièvre n'a pas terminé son ossification avant l'âge de 9 mois et porte sur la face externe du cubitus une petite bosse de cartilage. Les crottes de lièvre sont plus grosses que celles des lapins et sont déposées par paquets isolés de 2 ou 3. Les traces sont difficiles à observer car les lièvres répugnent à se salir les pattes en marchant dans la boue. Les touffes de poils arrachés témoignent des combats, souvent nocturnes, que se sont livrés les lièvres. Le lièvre mange toutes sortes de végétaux, avec toutefois une préférence pour les graminées et les céréales d'hiver. Il réingère, en les prélevant directement à son anus, des crottes d'un type tout à fait particulier, appelées cécotrophes, qui ont été enrichies en éléments nutritifs, vitamines, acides aminés, protéines, par leur séjour dans le sécom. Ce phénomène, proche de la rumination des bovins, est appelé cécotrophie. La cécotrophie concerne également les lapins. Pendant le jour, le lièvre demeure solitaire et immobile dans un gîte qu'il quitte au crépuscule. Il retrouve alors souvent quelques congénères. Au cours d'une année, le lièvre se déplace sur un domaine vital de l'ordre de 150 hectares, parfois davantage. On appelle bouquinage les poursuites et les combats qui préludent aux accouplements. Les lièvres sont polygames, et les femelles élèvent seules les jeunes, qui naissent couverts de poils et les yeux ouverts. Ne touchez pas un levreau, sa mère l'abandonnerait. Les premières naissances ont lieu en janvier, les dernières au début d'octobre. La gestation dure 40 à 42 jours, mais la hase peut être fécondée quelques jours avant la mise bas. Ce phénomène est appelé superfétation. Chaque hase fait normalement en une année de 3 à 4 portées de 2 ou 4 levreaux chacune. Elle donne ainsi naissance en moyenne à 13 jeunes par an. Dans une population de lièvres, près de la moitié des jeunes disparaissent dans les premières semaines de leur existence. La durée de vie moyenne des adultes est seulement de 3 ans. Les pertes sur les jeunes et sur les adultes sont souvent importantes et peuvent être dues aux mauvaises conditions météorologiques, à la prédation, au machinisme agricole, à la circulation automobile, aux maladies comme la tularemie et le BHS. Pour pallier ces pertes, les chasseurs peuvent être tentés par le repeuplement. Ces lâchers de lièvres importés ou d'élevage sont coûteux et inefficaces. Ils risquent même d'apporter des maladies aux lièvres sauvages. La mise en réserve de grandes superficies est parfois efficace, mais elle ne saurait remplacer une bonne gestion de l'ensemble de la population. Cette gestion doit être conduite sur des superficies d'au moins 5000 hectares. Les battues à blanc sont faites dans les plaines ouvertes et permettent de connaître les densités des populations de lièvres. Les comptages de nuit ne servent qu'à mesurer l'évolution de ces populations. L'analyse des tableaux de chasse permet de déterminer le nombre de jeunes par rapport au nombre d'adultes et de mesurer la réussite de la reproduction. Le chasseur peut ainsi, en toute connaissance de cause, continuer ou non la chasse. Il faut se souvenir que la majorité des hases sont allaitantes en début de saison de chasse et qu'il est recommandé de ne chasser qu'après le 15 octobre. Quand les effectifs sont connus et que les conditions de reproduction ont été moyennes, on peut prélever à la chasse de 40 à 50% des lièvres présents à l'ouverture. La bonne gestion, notamment grâce au plan de chasse avec bracelet, est bien engagée depuis plusieurs années et un peu partout, le nombre de lièvres est en augmentation. Localement et sur des cultures particulières, les lièvres peuvent causer des dégâts. L'engrillagement est efficace mais coûteux. Il est de plus un handicap pour l'ensemble de la faune. Les clôtures électriques nécessitent une surveillance régulière. La protection chimique par répulsif doit être renouvelée périodiquement. La protection individuelle des jeunes plants est souvent indispensable. Les lapins s'adaptent à des milieux très différents,
Mais ils ne prospèrent vraiment que si les sols sont secs, filtrants et permettent de creuser des terriers. Les adultes pèsent entre 1 et 2 kg. Leurs oreilles sont petites et sans taches noires à leur extrémité, et leurs pattes arrière sont plus courtes que celles du lièvre. La distinction entre les mâles et les femelles est impossible à distance. Elle ne peut être faite que par l'examen des organes génitaux. Les jeunes lapins atteignent en quelques mois seulement leur taille adulte. Ils n'ont cependant pas terminé leur ossification et en palpant une patte avant, on décèle sur la face externe du cubitus une petite bosse de cartilage qui ne disparaît qu'entre 7 et 9 mois. La garenne est un ensemble de terriers. Dans quelques rares régions, les lapins sont buissonnants et ne creusent pas de terriers. Les latrines sont des tas de crottes déposées par les lapins. Pour marquer leur territoire, les lapins grattent le sol avec leurs pattes, formant des grattis imprégnés de leur odeur. Les coulées sont des passages empruntés régulièrement par les lapins et parfois aussi par d'autres espèces. Le lapin est un herbivore opportuniste. Il consomme régulièrement des graminées et des céréales, mais aussi et notamment en hiver, des ronces et des écorces. Il réingère, en les prélevant directement à son anus, des crottes d'un type bien particulier, les cécotrophes, enrichis en éléments nutritifs par leur séjour dans le sécom. Ce phénomène, proche de la rumination des bovins, est appelé cécotrophie. Il concerne aussi les lièvres. Les lapins vivent en groupes sociaux de 2 à 10 individus. Chaque groupe est dirigé par une femelle et un mâle dominant, qui assure notamment la cohésion de ce groupe, ainsi que la défense et le marquage du territoire. Les lapins ne s'éloignent guère de leur garenne et leur domaine vital n'est que de quelques hectares. Les jeunes lapins naissent nus et aveugles au fond d'une rabouillère, qui est un terrier à une seule entrée, creusé spécialement par la lapine pour la mise bas. Ils y demeurent 3 semaines, pendant lesquelles la lapine rebouche soigneusement l'entrée après chacune de ses visites. À 1 mois, ils sont sevrés et indépendants. Les premières naissances ont lieu en février et les dernières en août. La gestation dure 30 jours. La lapine peut être à nouveau fécondée immédiatement après la mise bas. Chaque femelle fait en une année de 3 à 5 portées de 3 à 5 jeunes chacune. Elle donne ainsi en moyenne naissance à 20 jeunes par an. Dans une population de lapins, les pertes sont souvent très importantes. Elles sont dues notamment aux pluies intenses qui inondent la rabouillère, à la prédation, aux travaux agricoles et aux maladies comme la VHD et la myxomatose. Des vaccins existent, mais leur efficacité est actuellement limitée dans le temps. L'analyse des tableaux de chasse permet de déterminer le nombre de jeunes par rapport au nombre d'adultes et de mesurer ainsi la réussite de la reproduction. Les chasseurs décident alors, en toute connaissance de cause, de continuer ou non la chasse. Ils ne doivent pas oublier que la chasse avec un furet en hiver prélève des femelles dominantes qui assurent la cohésion des groupes et qui sont les meilleures reproductrices. Les ronciers permettent aux lapins de se cacher pendant le jour. Les bandes herbeuses leur apportent une nourriture de qualité. Les garennes artificielles leur permettent de creuser des terriers sains et fixent les populations. Quand ils sont trop nombreux, les lapins peuvent commettre des dégâts qu'il convient de prévenir. L'engrillagement est efficace mais coûteux. Il est, de plus, un handicap pour l'ensemble de la faune. Les clôtures électriques nécessitent une surveillance régulière. La protection chimique par répulsif doit être renouvelée périodiquement. La protection individuelle des jeunes plants est souvent indispensable. Le lapin était, avant l'apparition de la myxomatose, le gibier de base de la chasse en France. Sa chasse avec quelques chiens courants est en outre des plus amusantes. Il appartient aux chasseurs, par l'aménagement des territoires, de faire qu'il en soit de nouveau ainsi. Le chevreuil est un hôte des forêts, des bocquetaux, mais aussi du bocage et de certaines grandes plaines. Les plus fortes densités sont observées dans les bois de feuillus, régulièrement exploités en taillis. Le chevreuil adulte pèse généralement de 20 à 30 kg. Son pelage est roux en été et gris-brun en hiver. Le chevreuil mâle est appelé brocard.
Il porte des bois caducs, c'est-à-dire qui tombent chaque année. Son arrière-train est marqué d'une tache blanche, le miroir, en forme de haricot. La femelle est appelée chevrette et ne porte pas de bois. Son miroir a la forme d'un cœur. La croissance d'un chevreuil dépend trop de la qualité du milieu qu'il accueille pour que sa taille permette de déterminer son âge. En revanche, cette détermination peut être faite par examen de sa mâchoire inférieure. La troisième prémolaire des jeunes de moins d'1 an est une dent de lait qui a 3 lobes. Celle des animaux de plus d'1 an est une dent définitive qui n'a que 2 lobes. Les bois du brocard adulte ne portent normalement que 3 andouillets chacun. Ils tombent chaque année en novembre. De nouveaux bois les remplacent et poussent entourés d'une peau soyeuse appelée velours. Entre mars et mai, la repousse est terminée et le velours se détache. Le brocard aide à sa chute en frayant, c'est-à-dire en frottant ses bois sur de petits arbres, laissant des traces caractéristiques appelées frottis. La taille et la forme des bois d'un même brocard varient selon les années et dépendent de l'état de santé de l'animal. Le brocard et la chevrette laissent sur le sol de nombreuses empreintes et des crottes appelées moquettes. Pour bien marquer leur territoire, les brocards grattent le sol avec leurs pattes avant, laissant ainsi des régalies bien visibles et frottent leur bois contre de jeunes arbres, faisant de nouveaux frottis. L'abroutissement des jeunes pousses passe rarement inaperçu. Le chevreuil est très éclectique dans le choix de sa nourriture. Il consomme des herbes et des végétaux divers avec une préférence pour les jeunes pousses et les semi-ligneux tels les ronces et le lierre. La structure sociale de base est constituée par la chevrette et ses 2 jeunes. En hiver, ce groupe est souvent accompagné par un brocard. Dès le début du printemps, le brocard adulte choisit, marque et défend un territoire de quelques dizaines d'hectares sur lequel il ne tolère aucun autre mâle de plus d'1 an. Il garde et défend ce territoire jusqu'à la fin du rut, qui, peu démonstratif, a lieu entre le 15 juillet et le 15 août. Le brocard est polygame et féconde plusieurs chevrettes. Les ovules fécondés dès l'accouplement restent bloqués plusieurs mois. Ils ne se développent qu'à partir de décembre. Ce phénomène est appelé diapause embryonnaire. En mai ou juin, chaque chevrette adulte donne généralement naissance à 2 faons qu'elle allaite jusqu'en octobre. Les faons sont exposés à la prédation des renards et des sangliers ou des chiens non tenus en laisse. Ils sont aussi parfois victimes des machines agricoles ou des promeneurs qui, en les touchant, risquent fort de les faire abandonner par leur mère. Malgré tout, les pertes sont peu nombreuses et une population de chevreuils s'accroît en moyenne de 35% par an. En conséquence, le prélèvement fixé par le plan de chasse et réalisé par les chasseurs est de l'ordre de 25% de la population de printemps. Il doit être réparti entre toutes les classes d'âge et de sexe, c'est-à-dire les jeunes et les adultes, les brocards et les chevrettes. Il y avait en 1980 environ 200 000 chevreuils en France. Il y en a maintenant plus de 2 millions grâce à la bonne gestion mise en place par les chasseurs. Les aménagements favorables aux chevreuils consistent essentiellement en l'amélioration du milieu forestier par une exploitation régulière en taillis qui favorise le développement des ronces et des jeunes pousses. Les chevreuils peuvent, par leur comportement et leur régime alimentaire, causer des dégâts que l'on prévient en protégeant individuellement les jeunes plants. Il faut également adapter les prélèvements pour tendre vers l'équilibre entre le nombre de chevreuils et les ressources du milieu. Le cerf élaphe était à l'origine un animal de plaine et de steppe. On le rencontre aujourd'hui presque exclusivement en milieu forestier. Un mâle adulte pèse de 160 à 250 kg. Il porte des bois et non des cornes. La femelle, la biche, pèse de 90 à 130 kg et ne porte pas de bois. Le pelage des cerfs et des biches est roux en été et gris-brun en hiver. Jusqu'à 6 mois, le mâle est appelé faon. On l'appelle hère de 6 mois à 1 an et daguet pendant sa 2e année. C'est à partir de la 3e année qu'on l'appelle cerf. La femelle est appelée faon pendant sa 1re année, bichette pendant la 2e et biche à partir de la 3e. Le nombre de corps, appelé aussi andouillé,
ne permet pas de déterminer l'âge du cerf. On l'estime par l'allure générale de l'animal et on le précise par l'examen de la mâchoire inférieure, en particulier par le nombre et l'usure des molaires. Les bois du cerf peuvent peser jusqu'à 10 kg. Quand un cerf porte 5 corps de chaque côté, soit un total de 10, il est appelé cerf 10 corps. Les bois du cerf tombent chaque année entre février et avril. Quand il a perdu ses bois, le cerf est appelé cerf-mulet. Les vieux cerfs les perdent les premiers. De nouveaux bois les remplacent et poussent, entourés d'une peau soyeuse appelée velours. En juillet, la repousse est généralement terminée et le velours se détache. Le cerf aide à sa chute en frayant, c'est-à-dire en frottant ses bois sur de petits arbres. La taille des bois, et non le nombre de corps, évolue normalement avec l'âge de l'animal pour atteindre son apogée quand le cerf a entre 8 et 12 ans. La taille des bois peut diminuer par la suite, on dit alors que le cerf ravale. L'empreinte du cerf est plus grande que celle de la biche. Elle se distingue de celle du sanglier par l'absence de marques laissées par les 2 petits doigts de l'arrière-pied. Les excréments du cerf sont appelés fumées. Le cerf est un ruminant qui mange des ronces, de l'herbe, de jeunes rameaux et même des écorces. On parle alors d'écorçage. Il sort régulièrement de la forêt pour aller se nourrir dans les cultures voisines. La structure sociale de base est le trio biche, jeune de l'année précédente. Ces trios se regroupent pour former une harde ou harpaille. Les cerfs forment une autre harde qui, en hiver, peut se fondre avec le harpaille. Quelques rares vieux cerfs vivent en solitaire. Le brame a lieu en septembre-octobre. Le cerf est polygame et seuls les mâles les plus forts fécondent les femelles. 8 mois plus tard, en mai, chaque biche adulte donne naissance à un seul faon. Quand elle n'est pas chassée, une population de cerfs s'accroît en moyenne de 20 à 30% par an. En conséquence, pour maintenir cette population, le prélèvement fixé par le plan de chasse et réalisé par les chasseurs ne doit pas dépasser 20% de la population de printemps. Il doit être réparti entre toutes les classes d'âge et de sexe, c'est-à-dire les jeunes et les adultes, les cerfs et les biches. Il est souvent fait un plan de chasse qualitatif qui précise quels sont les animaux que l'on peut prélever. Le bracelet sur lequel est inscrit CEM est réservé à un cerf élaphe mâle. CEF est pour une biche, cerf élaphe femelle, et CEIJ pour un jeune cerf. Les cerfs et les biches vivent sur de grands espaces de plusieurs milliers d'hectares. Le cloisonnement du milieu par les grands axes de communication leur est très préjudiciable. On y remédie quelque peu en réalisant des passages à gibier. Les cerfs et les biches peuvent, en s'alimentant, causer des dégâts importants que l'on prévient par l'engrillagement ou la pose de clôtures électriques et par la mise en place, en forêt, de cultures à gibier. Il faut également adapter le prélèvement pour tendre vers un équilibre entre le nombre de cerfs et de biches et les ressources du milieu. Originaire de Chine et du Japon, le sika est un cerf de très petite taille. Il est peu commun en France, en dehors des parcs. Les sikas mâles dépassent rarement 120 kg. D'un poids moyen égal à la moitié de celui des cerfs et des biches, les daims sont très rares à l'état sauvage, mais ils sont en revanche fréquents dans les parcs et les réserves. Les mâles portent des bois qui tombent chaque année. Le sanglier a un corps massif et sa tête est munie d'un groin puissant. Les mâles peuvent peser 150 kg, voire plus. Les femelles, appelées laies, dépassent rarement 100 kg. Chez le mâle, on peut assez facilement observer le pinceau pénien et les bourses. Les mamelles ou ailettes des laits qui nourrissent leurs petits sont souvent visibles. Les canines inférieures du mâle sont appelées défenses et ses canines supérieures, grès. Chez la laie, les canines sont appelées crochets. Défense, grès et crochet sont des armes redoutables.
Le sanglier effectue 2 fois par an la mue de son pelage, en été et en hiver. Le jeune sanglier est appelé marcassin jusqu'à l'âge de 6 mois. Il a alors une livrée jaune avec des rayures noires. De 6 à 12 mois, il a perdu ses rayures et son pelage devient uniformément roux. On le nomme alors bête rousse. D'1 an à 2 ans, son pelage fonce. Le sanglier est alors appelé bête noire ou bête de compagnie, car jeune mâle et jeune femelle suivent en groupe leur mère. Le ragot est un animal âgé de 2 à 3 ans. L'empreinte du sanglier est caractérisée par les gardes, doigts situés à l'arrière et sur le côté du pied, qui laissent le plus souvent des traces bien nettes sur le sol. La coulée est un sentier résultant du passage répété des animaux. Les excréments du sanglier sont appelés lessés. Grand fouisseur, le sanglier retourne le sol, notamment pour rechercher des vers. Ses fouilles superficielles sont appelées vermilles. Les fouilles plus profondes prennent le nom de boutis. La souille est une cuvette humide dans laquelle le sanglier se vautre pour lutter contre la chaleur et se débarrasser de ses parasites. Après ce bain, le sanglier se frotte contre les arbres, laissant ainsi des traces susceptibles d'indiquer sa taille. La bauge, creusée à même le sol, est l'endroit où le sanglier se repose pendant le jour. Le sanglier est omnivore. Il mange des plantes non cultivées et des plantes agricoles. Il peut alors occasionner d'importants dégâts aux cultures. Il se nourrit également de petits invertébrés, de rongeurs et de charognes. Les fruits forestiers constituent son alimentation préférée. On a donc intérêt, pour limiter les dégâts qu'il cause aux cultures, à maintenir ou à implanter des arbres fruitiers en forêt. Chênes, hêtres, châtaigniers. 2 ou 3 laits et leurs jeunes se regroupent pour former une compagnie. Les mâles, en vieillissant, deviennent solitaires. Le sanglier est polygame. Le rut a lieu principalement en novembre et décembre. Il est d'usage de dire que la laie porte 3 mois, 3 semaines et 3 jours, c'est-à-dire environ 4 mois. Les jeunes laits donnent généralement naissance à leur première portée vers l'âge de 2 ans. Pour mettre bas, la laie s'isole et construit un nid appelé chaudron, constitué d'un amas d'herbes et de branches. Dès l'âge de 3 semaines, les marcassins suivent leur mère dans tous ses déplacements. Le nombre de marcassins par portée varie de 3 à 7. Ils tendent à augmenter proportionnellement au poids de la mère. La laie fait normalement 1 portée par an. Il peut arriver exceptionnellement qu'elle en fasse 2 dans l'année. Elle n'en fait jamais 3. L'accroissement d'une population de sangliers est très variable. On estime que si on ne la chasse pas, une population de sangliers double chaque année. En tirant uniquement les animaux de moins de 50 kg, on préserve les adultes et on favorise ainsi l'accroissement des effectifs. Si l'on veut les réduire, on pourra prélever dans toutes les classes d'âge, jeunes comme adultes. En année et conditions moyennes, le prélèvement raisonnable du chasseur est de l'ordre de 50% des animaux présents à l'ouverture. En aucun cas, il ne faut tirer la laie de tête car c'est elle qui assure la cohésion et la protection du groupe. Aucun aménagement particulier n'est nécessaire pour assurer le maintien des populations des sangliers. Toutefois, les dégâts commis par cette espèce aux cultures peuvent être considérables. Plusieurs dizaines de millions d'euros d'indemnités sont ainsi payés chaque année par les chasseurs aux agriculteurs. On peut limiter ces dégâts en diminuant le nombre des sangliers, en les agrénant, en protégeant les champs cultivés par des clôtures électriques et en installant en forêt des cultures réservées à ces animaux pour les dissuader de se nourrir sur les cultures agricoles avoisinantes.